La serveuse tendit son dernier billet à un garçon en pleurs, abandonné à l'arrêt de bus, ignorant que le roi des vampires se tenait à 1 mètre derrière elle, dissimulé dans l'ombre. Ce qu'elle ignorait, la loi des vampires considérait la charité non sollicitée comme une dette de sang. Sa voix perça la pluie, douce, amusée et absolue. Vous venez d'acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. L'aube se leva, grise et froide, sur des rues qui retenaient encore la pluie de la nuit dans des flaques noires et luisantes, et Maya Reyes se tenait à l'angle de la 5e et de Brennan. Son tablier toujours noué autour de sa taille, et l'odeur de café brûlé et de graisse de friteuse imprégnée si profondément dans le tissu qu'elle était devenue une seconde peau. Son service s'était terminé il y a 20 minutes, mais le bus dont elle avait besoin n'arriverait pas avant 15 autres minutes, et ses pieds lui faisaient mal d'une manière qui transformait chaque pas en une négociation entre l'os et le bitume. Elle pensait à son lit, aux 3 verrous de la porte de son appartement, à la pile de factures maintenue par un élastique sur son comptoir de cuisine, quand elle vit le garçon. Il était assis seul sur le banc de l'arrêt de bus de l'autre côté de la rue, petit et voûté, serrant contre sa poitrine un sac à dos déchiré, comme si c'était la seule chose qui le rattachait au monde. Il pleurait, non pas des sanglots bruyants et saccadés d'un enfant en pleine crise de colère, mais de cette manière silencieuse qui signifiait qu'il pleurait depuis un moment et n'avait plus l'énergie de faire du bruit. Maya s'arrêta. Elle regarda à gauche, puis à droite, cherchant un parent, un tuteur, quiconque pourrait être responsable d'un enfant si jeune assis seul alors que la ville s'éveillait autour de lui. La rue était vide, à l'exception d'une limousine noire qui tournait au ralenti à un demi-pâté de maisons de là, son moteur un faible ronronnement qu'elle sentait plus qu'elle n'entendait. Elle regarda de nouveau le garçon. Il ne devait pas avoir plus de 7 ans. Sa veste était trop fine pour le froid, ses baskets usées jusqu'aux orteils. La main de Maya se glissa dans sa poche, sentit la forme de son portefeuille. L'unique billet de 20 $ à l'intérieur qui était censé lui durer jusqu'à vendredi, date à laquelle sa paie serait versée. Elle fit le calcul dans sa tête, le même calcul qu'elle faisait chaque semaine. Le loyer était de 450, dû dans 3 jours. Elle avait 227 sur son compte. Les 20 dans sa poche étaient censés combler le manque, avec les 10 qu'elle obtiendrait en rapportant des bouteilles et peut-être les 15 qu'elle pourrait emprunter à Lise si Lise n'était pas toujours en colère pour le mois dernier. Sans les 20, il lui manquerait de l'argent, et Madame Chen n'acceptait pas les paiements échelonnés. Maya regarda de nouveau le garçon, ses fines épaules secouées, la façon dont ses doigts agrippaient les lanières du sac à dos, au point que ses jointures blanchissaient, et elle pensa à ce que c'était d'avoir 7 ans, d'avoir peur et d'être seule. Elle pensa à l'arrêt de bus près du parc de Caravane où elle avait grandi, à rester assise là sous la pluie en attendant que sa mère se souvienne de venir la chercher à l'école. Elle traversa la rue. Ses pieds lui faisaient moins mal quand elle avait un but. Le garçon ne leva pas les yeux quand elle s'approcha, ne reconnut même pas sa présence lorsque son ombre tomba sur ses genoux. Elle s'agenouilla sur le trottoir mouillé, sentit le froid s'infiltrer à travers le genou de son jean, et parla doucement pour ne pas l'effrayer. « Je sais ce que c'est, dit-elle. Trouve quelqu'un de sûr, d'accord. » Elle sortit les 20 $ de son portefeuille, les pressa dans sa petite paume froide et referma doucement ses doigts dessus. Il leva alors les yeux. Son visage strié de larmes, ses yeux trop grands et trop sombres pour un enfant si jeune, mais il ne parla pas. Maya se releva, ses genoux protestants, et se détourna avant de pouvoir trop réfléchir à ce qu'elle venait de faire, avant que la panique d'être à court pour le loyer ne rattrape ses meilleurs instants. Elle se dirigea vers son appartement,
à 3 pâtés de maison à l'est, les épaules rentrées contre le vent qui balayait l'avenue, cataloguant déjà mentalement ce qu'elle pourrait vendre, sauter ou dont elle pourrait se passer. Elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas les larmes du garçon s'arrêter instantanément, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Elle ne le vit pas tourner la tête vers la limousine noire qui tournait au ralenti plus bas dans la rue, son expression passant de l'angoisse à une neutralité vide en l'espace d'un battement de cœur. Elle ne vit pas la façon dont il se leva, laissa tomber le sac à dos et se dissolut dans l'ombre, sa petite forme s'effondrant en une fumée qui se dispersa dans le vent, ne laissant derrière elle que le banc vide et le billet de 20 $ flottant jusqu'au trottoir mouillé. À l'intérieur de la limousine, Constantin était assis, parfaitement immobile sur la banquette arrière, les mains jointes sur ses genoux, ses yeux sombres fixés sur la femme qui s'éloignait sur l'avenue. Il n'avait pas bougé depuis que la voiture s'était arrêtée 20 minutes plus tôt, n'avait pas scellé, avait à peine respiré. Son chauffeur, Victor, s'agita sur le siège avant et parla à voix basse, à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Monsieur, dit-il, le test est terminé. Devons-nous suivre le protocole standard? Constantin leva une main, un geste minimal, les doigts se soulevant d'un pouce de son genou. Attendez, dit-il. Sa voix était calme, contrôlée, le genre de calme qui pousse les gens à se pencher pour écouter. Je veux voir où elle va quand elle pense que personne ne la regarde. Victor hocha la tête et ne dit rien de plus. Le moteur de la limousine ronronnait, le souffle d'un prédateur dans l'air froid du matin. Constantin regarda la femme tourner au coin de la rue, la regarda disparaître, et ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à se pencher en arrière contre le siège en cuir. Ses doigts tapotèrent une fois contre l'accoudoir, un unique mouvement délibéré. Reconnaissance. En 300 ans de recherche, de tests, d'observation de l'humanité, réduisant la pitié à une performance artistique et la charité à des déductions fiscales, il avait vu 57 personnes rencontrer le garçon à divers endroits de la ville. 56 avaient échoué. Ils l'avaient ignoré, l'avaient photographié pour les réseaux sociaux, avaient appelé les autorités pour le faire disparaître de leur vue, ou n'avaient offert de l'aide que lorsque d'autres regardaient. Cette femme, cette serveuse aux vêtements tachés de graisse et à l'épuisement inscrit sur chaque ligne de son corps, avait donné ses derniers 20 $ à un étranger sans public, sans témoin, sans attente de reconnaissance ou de récompense. Elle s'était agenouillée sur un trottoir mouillé et avait parlé au garçon comme s'il comptait. Elle était partie avant même qu'il puisse la remercier. L'expression de Constantin resta impénétrable, mais quelque chose changea dans ses yeux, une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, ou de la faim, ou les deux. Le soleil monta plus haut, changeant le ciel gris en un jaune pâle. Une sirène lointaine retentit puis s'éteignit. Le banc de l'arrêt de bus était vide sous un lampadaire vacillant, sa lumière désormais inutile dans l'aube grandissante. Le dossier du banc portait une publicité délavée pour un service de cautionnement, le numéro de téléphone à moitié effacé par les intempéries et le temps. De l'autre côté de la rue, un journal tourbillonnait dans le vent. L'odeur de pavés mouillés et de gaz d'échappement pesait lourdement dans l'air. Victor jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, attendant des instructions. Constantin continuait de fixer le coin où la femme avait disparu, son visage sculpté dans l'immobilité. « Suivez-la, dit-il enfin. Gardez vos distances. Je veux savoir où elle vit, où elle travaille, qui elle appelle quand elle a peur. » Victor enclencha une vitesse et quitta le trottoir, en douceur et en silence. La limousine se déplaçait dans les rues vides comme un requin dans des eaux sombres, restant à 2 pâtés de maison derrière la femme qui rentrait chez elle. Constantin l'observait à travers les vitres teintées. Observait la façon dont elle gardait la tête baissée, la façon dont elle resserrait sa veste contre le vent, la façon dont elle s'arrêta une fois pour regarder par-dessus son épaule, comme si elle sentait qu'on l'observait, puis secoua la tête et continua de marcher.
Elle monta les marches d'un immeuble qui penchait légèrement vers la gauche, sa façade en briques tachée par des décennies de pluie et de négligence. Elle déverrouilla une porte et disparut à l'intérieur. La limousine passa devant et tourna au coin de la rue. Victor se gara dans une ruelle avec une vue dégagée sur l'entrée de son immeuble. Il attendit que Constantin parle. Le soleil était maintenant complètement levé, pâle et froid. Constantin sortit un téléphone de la poche de sa veste, ouvrit une application de messagerie cryptée et tapa un bref message. « Le sujet du test a été identifié », écrivit-il. « Passez à la phase 2. Initiez le protocole de contact dans les 12 heures. » Il envoya le message et posa le téléphone. Ses mains retournèrent sur ses genoux, les doigts entrelacés. « Maya Reyes », dit-il à voix haute, testant la forme de son nom. Il avait lu son dossier avant le test, connaissait son histoire, ses dettes, ses échecs et ses petites victoires. Mais les dossiers étaient des abstractions. Ce dont il venait d'être témoin était tout autre chose. C'était une preuve. Et dans son monde, une preuve valait plus que le sang, plus que l'or, plus que les siècles de précédents qui régissaient chaque interaction entre son espèce et la sienne. Victor resta silencieux, patient. Constantine continuait d'observer l'immeuble où Maya avait disparu. Elle recevrait la convocation ce soir. Elle aurait peur. Elle viendrait quand même parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que la loi de l'Alliance était plus ancienne que la ville qui les entourait et infiniment moins indulgente. Mais d'abord, il voulait voir ce qu'elle ferait dans les heures entre le don et le jugement. Il voulait voir si sa gentillesse avait été une anomalie ou une habitude. Il voulait voir si elle regarderait ce portefeuille vide, elle regretterait son choix. Le trafic matinal commença à s'épaissir. Des gens sortaient des immeubles, courbés contre le froid, se précipitant vers les trains, les bus et les emplois qui les broyaient un service à la fois. Constantin les regardait tous et ne ressentait rien. Mais quand il pensait à la femme agenouillée sur le trottoir mouillé pour réconforter l'enfant d'un inconnu, quand il revoyait le moment où elle avait pressé ce billet de 20 $ dans une petite paume sans rien demander en retour, il ressentait le plus faible écho de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies. C'était peut-être du respect, c'était peut-être de la curiosité, c'était peut-être le dangereux début de l'espoir que l'alliance que son espèce avait juré de respecter avait encore un sens dans un monde qui avait oublié pourquoi elle avait été écrite. « Attendez ici, » dit-il à Victor, « je reviendrai avant le coucher du soleil. » Il ouvrit la portière et sortit dans le matin froid, son manteau s'ajustant autour de lui comme des ailes repliées. Il se dirigea vers l'immeuble où Maya dormait, non pas pour y entrer, mais pour se tenir sous sa fenêtre et écouter la ville se réveiller. Quelque part au-dessus, elle comptait ses pertes et essayait de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Quelque part au-dessus, elle n'avait aucune idée que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Le test était terminé. La véritable épreuve allait commencer. Maya monta les escaliers de son appartement en comptant chaque marche à voix haute, car si elle se concentrait sur les chiffres, elle n'aurait pas à penser au vide rongeur dans son estomac, ou au fait qu'elle venait de donner l'argent de ses courses à un gamin qui avait probablement de meilleures ressources qu'elle. 23, 24, 25. L'immeuble sentait le moisi et le dîner brûlé de quelqu'un. La moquette était usée jusqu'à la trame dans les zones de passage. Les murs d'un jaune qui avait peut-être été blanc il y a 2 décennies. 26, 27, 28. Son appartement était au 3e étage, au bout d'un couloir où l'ampoule était grillée depuis 6 semaines et où personne ne se souciait de la remplacer. Elle chercha ses clés dans le noir, déverrouilla le premier pen dormant, puis le deuxième, puis le troisième, chacun étant un petit rituel de sécurité qu'elle accomplissait 2 fois par jour, tous les jours, car elle avait appris très tôt que les serrures ne fonctionnaient que si on les utilisait vraiment. La porte s'ouvrit et elle entra dans le studio, à peine plus grand qu'une place de parking, enleva ses chaussures sans les défaire et les laissa tomber là où elles atterrissaient.
Le futon était défait, les draps emmêlés, un oreiller sentait poussé contre le mur. Des factures couvraient la surface de la table pliante qui servait à la fois de bureau et de salle à manger, des enveloppes blanches, des derniers avis roses et des menaces de coupures rouges disposées en piles bien ordonnées, car si elle ne pouvait pas les payer, au moins elle pouvait les organiser. Elle s'effondra sur le futon et sentit chaque muscle de son corps se relâcher d'un coup, le genre d'épuisement qui va jusqu'à l'os et qui fait que même respirer semble être un effort. Le plafond au-dessus d'elle avait une tache d'eau en forme de quelque chose qui aurait pu être la carte d'un pays qui n'existait pas, les bords bruns s'étendant lentement année après année. L'unique fenêtre donnait sur un mur de briques à 1 mètre de là, assez près pour qu'elle puisse tendre la main et le toucher si elle ouvrait la vitre, ce qu'elle ne faisait jamais car la fenêtre ne se verrouillait pas correctement, et ce n'était pas un quartier où l'on laissait des vulnérabilités sans surveillance. Le réfrigérateur fredonnait sa chanson mécanique mourante dans le coin, un son qu'elle avait cessé d'entendre il y a des mois, sauf dans des moments comme celui-ci, quand tout le reste devenait silencieux. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire, regardant les chiffres se charger avec la crainte maladive de quelqu'un qui vérifie des résultats de tests dont il sait qu'ils seront mauvais. 227 $ sur son compte courant. Le loyer était de 450, dû dans 3 jours. Elle ouvrit sa calculatrice et commença le calcul qu'elle avait déjà fait une douzaine de fois. 227 plus les 10 de la consigne des bouteilles si elle passait la matinée de demain à fouiller dans les bacs de recyclage, plus peut-être 15 de Liz si Liz lui avait pardonné d'avoir emprunté de l'argent le mois dernier et d'avoir oublié de le rembourser. Cela la mettait à 252. Il lui en fallait 450. Il lui manquait 198 $. Sans les 20 qu'elle avait donnés, il lui aurait manqué 178 $, ce qui était toujours impossible mais semblait moins impossible de la manière dont les petits chiffres le font toujours. Elle ferma la calculatrice et ouvrit ses emails, parcourant les offres d'emploi auxquelles elle avait déjà postulé, des petits boulots payés moins que le salaire minimum, des offres de cartes de crédit pour lesquelles elle ne serait pas éligible. Son pouce plana sur une annonce pour un don de plasma, 50 $ pour la première visite, quand quelque chose glissa sous sa porte. Le bruit était doux, juste du papier sur du linoléum, mais dans le silence de son appartement, cela aurait aussi bien pu être un coup de feu. Maya se redressa, chaque nerf soudainement en alerte. Elle fixa la porte, l'espace en dessous où la lumière du couloir filtrait, et regarda une enveloppe noire s'arrêter contre la plinth. Pas de bruit de pas, pas de coup frappé. Juste l'enveloppe, posée là comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Elle se leva lentement, traversa la pièce en 3 pas et la ramassa. Le papier était lourd, cher, le genre de papier dont la feuille coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en 1 heure. Elle était scellée avec de la cire rouge, un véritable seau de cire comme dans un film d'époque, estampillé d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas. Pas d'adresse, pas de timbre, pas de nom. Elle la tourna et la retourna dans ses mains, sentant son poids, la façon dont elle semblait tirer sur ses doigts. Elle brisa le seau et en sortit une carte, couleur crème avec des lettres noires en relief qui attrapaient la lumière. Votre présence est requise. Ce soir, minuit, la tour Constant. Le transport sera fourni. Le refus n'est pas autorisé en vertu de la loi de l'Alliance. Section NIMP. Pas de signature, pas d'explication, pas de numéro de téléphone à appeler pour des questions. La carte sentait légèrement le cuivre et le vieux papier, le genre d'odeur que les bibliothèques avaient avant de passer au numérique, et en dessous, autre chose, quelque chose d'organique et de légèrement sucré qui lui retourna l'estomac. Les mains de Maya devinrent froides. Elle relut la carte, cherchant une indication que c'était une blague, une arnaque ou une erreur. Mais le papier cartonné était trop cher pour une farce et le seau de cire trop élaboré pour quelque chose d'aléatoire. La tour Constant.
Tout le monde en ville en avait entendu parler. Le monolithe de verre et d'acier qui s'élevait du quartier financier comme un couteau pointé vers le ciel, le bâtiment qui n'apparaissait sur aucun guide touristique, ne louait pas de bureaux et était entouré d'une sécurité qui poussait les gens à traverser de l'autre côté de la rue. Elle n'avait jamais connu personne qui y soit entré. Elle n'avait jamais connu personne qui connaissait quelqu'un qui y soit entré. Loi de l'Alliance, section même. Elle attrapa son téléphone et tapa la phrase dans un moteur de recherche, attendit des résultats qui ne vinrent jamais. Rien. Pas d'article Wikipédia, pas de forum de conspiration, pas même un fil de discussion sur Reddit. Elle essaya des variations. Loi de l'Alliance. Section moins. La tour constant. Chaque recherche ne retournait rien ou des résultats si génériques qu'ils étaient inutiles. Elle appela le concierge de son immeuble, laissa sonner 8 fois avant de raccrocher. Elle appela Liz, sa seule véritable amie du restaurant, et tomba sur sa messagerie vocale. Sa voix tremblait quand elle parla. Liz, si tu as ce message, il se passe quelque chose de bizarre. Il y a une voiture dehors. Si je ne suis pas au travail demain, appelle quelqu'un. Je ne sais pas qui. Appelle juste quelqu'un. Elle raccrocha et regretta immédiatement d'avoir eu l'air si dramatique, mais quand elle regarda de nouveau la carte, le regret s'évapora. Le refus n'est pas autorisé. Elle essaya une ligne d'écoute, le genre de numéro affiché sur les bancs d'autobus, et tomba sur un enregistrement disant que leurs heures d'ouverture étaient de 9 à 5 en semaine. Elle arpenta son appartement, ce qui lui prit 4 pas, puis revint sur ses pas. Son pouce alla à sa bouche, et elle le rongea sans réfléchir, sentit le goût du sang, continua de ronger. Elle changea de chemise, puis la changea à nouveau, essayant de déterminer ce que l'on portait pour une convocation à minuit de la part de gens qui utilisaient des seaux de cire et faisaient référence à des lois qui n'existaient pas en ligne. Elle opta pour un jean et un pull noir, les plus belles choses qu'elle possédait, qui ne sentaient pas la graisse de friteuse. L'horloge de son téléphone indiquait 23h34. Il lui restait 13 minutes. Elle pourrait s'enfuir. La pensée arriva toute formée, séduisante dans sa simplicité. Faire un sac, sortir par la fenêtre, disparaître dans la ville. Mais elle avait 27 dollars, pas de voiture et nulle part où aller, qui ne puisse être trouvée par quelqu'un qui connaissait son nom et son adresse. Elle pourrait l'ignorer, rester dans son appartement avec les verrous tirés et attendre le matin. Mais la carte disait que le refus n'était pas autorisé, et quelque chose dans la formulation lui fit croire que les gens qui l'avaient écrite n'avaient pas l'habitude qu'on leur désobéisse. Elle fourra une bombe de gaz poivrée dans la poche de sa veste, la petite cartouche que Liz lui avait donnée à Noël dernier, et sortit un bloc-notes. Elle écrivit rapidement, son écriture à peine lisible. « Si je ne reviens pas, vérifiez mon téléphone. » Appel à la ligne d'écoute à 23h35. Voiture noire dehors à minuit. La tour Constant. Elle laissa la note sur la table où sa voisine, Madame Kim, la verrait si elle devait utiliser la clé de rechange que Maya lui avait donnée pour les urgences. Elle mit son téléphone dans son autre poche, s'assura qu'il était chargé, activa le suivi de localisation, même si elle n'avait aucune idée si cela fonctionnerait là où elle allait. L'horloge indiquait 23h43. Dehors, par la fente entre son immeuble et le mur de briques, elle pouvait voir un bout de rue. Une limousine noire était garée au bord du trottoir, moteur en marche, les gaz d'échappement s'élevant en nuages pâles. Elle semblait trop propre pour ce quartier, trop immaculée, comme un corbillard qui se serait trompé de chemin et aurait atterri là où les corbillards n'ont pas leur place. Maya se tenait devant sa porte, la main sur la poignée, le pouce sur le premier verrou. Chaque instant lui hurlait de rester à l'intérieur, de se barricader, de traiter cela comme la menace que c'était de toute évidence. Mais sous la peur, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la curiosité ou du fatalisme.
Ou peut-être juste l'acceptation épuisée qui vient d'une vie où les mauvaises choses arrivent, qu'on les invite ou non. Elle déverrouilla les peines un par un, sortit dans le couloir, ferma la porte à clé derrière elle. L'immeuble était silencieux, tout le monde dormait ou faisait semblant, le genre de silence qui vous fait prendre conscience de votre propre respiration. Elle descendit les escaliers en comptant à nouveau 28, 27, 26, sa main traînant le long de la rampe. La porte d'entrée s'ouvrait sur une rue enveloppée de brouillard, épais et bas, roulant entre les lampadaires comme quelque chose de vivant. La limousine attendait. Alors qu'elle approchait, la portière arrière s'ouvrit, et un homme en costume sombre en sortit, non pas pour l'accueillir, mais simplement pour tenir la porte, son visage professionnellement vide. Mademoiselle Reyes, dit-il, sa voix polie et absolument immuable. Nous vous attendions. Maya le regarda, puis regarda la porte ouverte, puis de nouveau son immeuble où une seule lumière brûlait dans une fenêtre du 3e étage. Sa fenêtre. Elle l'avait laissée allumée. Une partie d'elle avait supposé qu'elle reviendrait. Elle monta dans la limousine parce qu'il n'y avait nulle part où aller et parce que l'homme qui tenait la porte avait l'air de pouvoir rester là toute la nuit si nécessaire et parce qu'elle avait donné ses derniers 20 $ à un étranger à l'aube et que c'était peut-être ce que l'univers envoyait en retour. La porte se referma derrière elle avec le clic doux d'une ingénierie de luxe. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de légèrement métallique. Le chauffeur s'éloigna du trottoir sans un mot, et Maya regarda son immeuble disparaître dans le brouillard, regarda toute sa petite vie s'effacer dans l'obscurité, et se demanda si la note qu'elle avait laissée suffirait à ce que quelqu'un la retrouve si elle ne revenait jamais. La ville défilait derrière les vitres teintées, les lampadaires s'étirant en longues traînées de jaune et de rouge. Elle ne pouvait pas voir où ils allaient. Elle ne pouvait rien voir d'autre que son propre reflet dans la vitre, pâle, petite et effrayée, une femme qui avait fait un choix à l'aube et qui était sur le point de découvrir ce qu'il lui en coûtait. La limousine quitta la route principale pour s'engager sur une voie privée dont Maya n'avait pas remarqué l'existence, le genre de rue qui semble se matérialiser de nulle part, montant selon un angle si raide qu'elle se sentit pressée contre le siège en cuir. La ville s'effaça en contrebas, ses lumières se dispersant en une grille scintillante, et devant, à travers le pare-brise teinté, elle vit pour la première fois la tour Constant de près, un monolithe de verre et d'acier qui captait la lumière de la lune et la renvoyait en angle vif. Un bâtiment qui semblait moins construit que cultivé, organique et étrange dans la façon dont il semblait défier la géométrie de base de l'architecture. Elle s'élevait sur 50 étages sans effilement ni ornement, chaque étage identique au précédent, les fenêtres sombres à l'exception de quelques lumières éparses qui brûlaient selon des motifs qu'elle ne pouvait pas décoder. La limousine s'arrêta en douceur sous un auvent en acier brossé et le chauffeur fit le tour pour lui ouvrir la portière sans un mot. Maya sortit dans un air si froid qu'il faisait mal de respirer, leva les yeux vers la tour qui la surplombait et sentit son estomac se nouer. C'était réel. Quoi que ce fût, c'était réel. Le chauffeur lui fit signe de se diriger vers des portes en verre qui s'ouvrirent silencieusement, et elle les franchit, car faire demi-tour maintenant signifierait admettre qu'elle avait fait une erreur en venant, et elle n'était pas encore prête à l'admettre. Le hall était une cathédrale de marbre noir et d'incrustations d'or, le sol poli jusqu'à un éclat de miroir, les murs s'élevant sur 10 mètres jusqu'à un plafond incrusté de lumière qui ne projetait aucune ombre, juste une lueur uniforme qui rendait tout légèrement irréel. Des gardes se tenaient à intervalles réguliers le long du périmètre, des hommes et des femmes en costume sur mesure, avec des oreillettes et les mains jointes dans le dos, aucune arme visible, mais quelque chose dans leur posture qui suggérait que les armes étaient inutiles. Ils ne la regardèrent pas passer, mais elle sentit leur attention comme une pression sur sa peau.
Une femme apparut d'un couloir sur la gauche, ses talons claquant sur le marbre, son tailleur gris anthracite si parfaitement ajusté qu'il semblait peint sur elle. Elle avait peut-être 40 ans, peut-être moins, avec des cheveux sombres tirés en arrière, dans une coiffure qui révélait des pommettes saillantes, et des yeux qui évaluèrent Maya d'un seul coup d'œil et la jugèrent insuffisante. Mademoiselle Reyes, dit la femme, ce n'était pas une question. Veuillez me suivre. Elle se retourna sans attendre de confirmation et se dirigea vers une batterie d'ascenseurs, sa démarche efficace et sans hâte. Maya la suivit parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, ses baskets couinant doucement sur le marbre, le son embarrassant de fort dans le vaste silence. L'ascenseur était tapissé de miroirs sur tous les côtés et montait si doucement qu'elle ne pouvait pas dire qu'il bougeait jusqu'à ce que ses oreilles se bouchent. La femme ne parla pas. Maya compta les étages sur l'écran, regarda les chiffres grimper, essaya de calmer sa respiration. Ils s'arrêtèrent au 47e. Les portes s'ouvrirent sur un couloir bordé de portes en verre dépoli, toutes identiques, toutes sans inscription. La femme la mena à la 3e porte à droite, l'ouvrit et s'écarta. « Par ici, dit-elle, et Maya entra dans une pièce qui lui coupa le souffle. Elle était petite, peut-être 3 mètres sur 3, les murs tapissés du sol au plafond de miroirs bordés de filigranes d'argent si délicats qu'ils ressemblaient à du givre. Une seule chaise était au centre, faisant face à une porte en verre dépoli qui ne révélait que de vagues ombres se déplaçant au-delà. Une petite table à côté de la chaise ne contenait rien. Un éclairage encastré venait de partout et de nulle part, ne projetant aucune ombre, et l'air était si froid que Maya pouvait voir sa propre buée en petits nuages. « Veuillez vous asseoir, » dit la femme, et Maya s'assit parce que ses jambes tremblaient et s'asseoir semblait mieux que tomber. La chaise était boulonnée au sol. Elle le découvrit en essayant de la rapprocher de la table et qu'elle ne bougea pas. La femme posa un dossier en cuir sur la table, du genre de ceux qu'utilisent les avocats, bordeaux avec des fermoirs dorés. Elle l'ouvrit pour révéler des papiers couverts d'un texte dense, manuscrit avec une encre qui semblait changer de couleur lorsque Maya la regardait directement, noir sous un angle et rouge foncé sous un autre. « Mon nom est Victoria, » dit la femme, sa voix aussi précise que son tailleur. « Je suis l'attachée du roi des vampires. Vous êtes ici parce que vous avez déclenché un ancien rite de protection ce matin vers 6h15. » Maya ouvrit la bouche pour parler, mais Victoria continua sans pause. « L'enfant que vous avez rencontré était un dépendant marqué par le sang sous la protection du roi. En offrant une aide non sollicitée, à vos dépens, sans attente de récompense ni de témoin, vous avez invoqué la loi de l'Alliance, section 9, sous-section 3. Le roi des vampires est maintenant tenu par un ancien précédent de rembourser votre gentillesse au centuple ou de vous lier à sa maison en tant que protégé. Ce sont les seules options permises par la loi. Le refus annule les protections accordées aux deux parties. » La tête de Maya tournait. « L'enfant était un test, » dit-elle, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'avait prévu. L'expression de Victoria ne changea pas. « Le roi des vampires ne fait pas d'erreur, mademoiselle Reyes. L'enfant était un test. Vous l'avez réussi. Cela a des conséquences. » Elle tapota le dossier avec un doigt manucuré. « Vous avez 2 options. L'option A est un paiement en espèces de 200 000 $, transféré sur un compte de votre choix, ainsi qu'une altération mineure de la mémoire pour supprimer toute connaissance de cette nuit et des événements qui l'ont précédée. Vous vous réveilleriez demain dans votre appartement sans aucun souvenir de la convocation, de la tour ou de cette conversation. L'argent apparaîtrait comme un héritage d'un parent éloigné. Vous seriez libre de vivre votre vie comme bon vous semble. » Maya fixa le papier, le chiffre écrit là avec cette encre changeante. 200 000 $, plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé en avoir. Assez pour payer le loyer pendant des années, pour quitter le restaurant, pour recommencer ailleurs. Et tout ce que cela coûterait, c'était d'oublier.
Victoria tourna la page. L'option B est le refus du paiement et l'acceptation d'un lien d'1 an en tant que protégé de la maison du roi. Vous résideriez ici, dans la tour Constant, sous sa protection. On vous fournirait un abri, de la subsistance et la sécurité contre toutes les menaces, banales ou autres. En échange, vous rempliriez un rôle au sein de la maisonnée, dont les spécificités seraient déterminées par le roi lui-même. À la fin d'une année, le lien se dissout et vous êtes libre de partir sans altération de mémoire et sans autre obligation. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Maya pour la première fois. Le coût de l'option B est une dette. Vous devriez au roi une faveur qu'il nommera et réclamera à sa discrétion, soit pendant l'année du lien, soit après. La nature de cette dette n'est pas spécifiée. Le refus de l'honorer entraînerait la cessation immédiate de toutes les protections et des conséquences que je ne suis pas autorisée à détailler. Maya regarda le contrat. Les deux options présentées dans une écriture qui semblait vivante et sentit les murs se refermer sur elle. Les miroirs montraient son visage sous 8 angles, pâle et effrayé, des cernes sombres sous les yeux, les cheveux toujours attachés en queue de cheval comme elle l'avait fait 12 heures plus tôt pour son service. « Et si je ne signe aucune des deux ?» dit-elle. Victoria referma le dossier avec un son doux comme une porte qui se ferme. « Alors vous quittez ce bâtiment en violation de la réciprocité de l'Alliance. Nous ne pouvons pas vous protéger de ce que cela attire. » Les mots restèrent en suspens dans l'air froid. L'esprit de Maya parcourut les possibilités, les issues de secours, les défenses légales et les explications rationnelles à ce qui se passait, et ne trouva rien à chaque fois. Des vampires. La femme avait dit « roi des vampires », sans ironie ni hésitation, l'avait dit comme quelqu'un dirait maire ou gouverneur, une simple déclaration de fait. Maya avait grandi avec des histoires, des films, des livres et des émissions de fin de soirée, mais c'étaient des fictions. Et ceci était une femme en tailleur, lui offrant un contrat dans une pièce tapissée de miroirs, 47 étages au-dessus d'une ville qui semblait soudain très lointaine. « Qu'est-ce que cela attire ?» dit Maya. Victoria se dirigeait déjà vers la porte. « Des choses qui chassent, dit-elle. Des choses qui verraient votre présence non marquée sur le territoire du roi comme une invitation. Des choses que je ne suis pas autorisée à décrire en détail, mais que vous ne survivriez pas à rencontrer sans préparation. » Elle s'arrêta, la main sur la porte. « Vous avez 5 minutes pour décider. Il y a un stylo dans le dossier. Marquez votre choix sur la ligne de signature et laissez le dossier sur la table. Quelqu'un viendra vous chercher. » La porte s'ouvrit et se referma, et Maya se retrouva seule. Le silence était si complet qu'elle pouvait entendre son pouls dans ses oreilles, pouvait entendre le faible bourdonnement du système de ventilation, pouvait entendre sa propre respiration forte et saccadée. Elle regarda les miroirs, son reflet multiplié et inéluctable, et pensa au garçon à l'arrêt de bus. Ses larmes avaient été réelles. Elle en était sûre. Le froid de sa main quand elle avait pressé l'argent dans sa paume avait été réel. Mais Victoria l'avait appelé « marqué par le sang », l'avait appelé un test, et Maya ne savait pas ce que cela signifiait. Sauf que sa gentillesse avait été observée, mesurée et jugée suffisante pour déclencher des lois qu'elle ne comprenait pas. 200 000 $. Elle pourrait les prendre. Signer le papier, se soumettre à ce qu'ils entendaient par altération de la mémoire, se réveiller demain avec un compte en banque qui changerait sa vie. Elle oublierait la peur, oublierait cette pièce, oublierait la certitude grandissante qu'elle était tombée sur quelque chose de vaste et d'ancien qui fonctionnait selon des règles qu'elle ne pouvait même pas commencer à comprendre. Elle serait en sécurité, où elle pourrait rester. Accepter le lien, vivre dans cette tour pendant 1 an, devoir une dette à un roi des vampires dont elle n'avait pas vu le visage et dont elle ne pouvait deviner les motivations. Elle serait piégée, mais elle se souviendrait. Elle saurait. Et peut-être que cela importait plus que la sécurité.
Maya ouvrit le dossier et trouva le stylo, lourd et froid, fait de quelque chose qui ressemblait à de l'argent. Le contrat était de 3 pages de texte dense qu'elle n'avait pas le temps de lire attentivement, des clauses et sous-clauses écrites dans un langage qui semblait à la fois légal et archaïque. Elle survola, attrapant des phrases, liens de sang et de parole, protection absolue dans les limites du domaine du roi, renonciation à la résidence et à l'emploi antérieur. La dette non perçue porte intérêt en nature. Elle n'en comprenait pas la moitié. Au bas de la 3e page, il y avait 2 lignes, l'une intitulée Option A et l'autre Option B, avec un espace pour sa signature à côté de chacune. Sa main tremblait alors qu'elle posait le stylo sur le papier. Elle pensa à son appartement, au futon, au plafond taché et au réfrigérateur qui bourdonnait pour s'endormir. Elle pensa au restaurant, à Liz, à la vie qu'elle s'était construite avec des bouts de ficelle et de la volonté. Elle pensa aux 20 $ et à la façon dont le garçon l'avait regardée, ses yeux trop sombres dans un visage trop petit. Si elle prenait l'argent et oubliait, ce serait comme si cela ne s'était jamais produit. La gentillesse s'évaporerait, sans souvenir, et elle redeviendrait quelqu'un qui comptait ses sous, faisait des choix difficiles, et parfois, les bons jours, s'en sortait. Mais si elle restait, si elle signait l'option B, elle choisirait de se souvenir. Choisir d'entrer dans tout cela les yeux ouverts. Choisir d'importer d'une manière qui la terrifiait. Elle écrivit option B sur la ligne de signature. Son écriture à peine lisible et se rassit. Ses mains tremblaient si fort que le stylo tomba de ses doigts et cliqueta sur la table. Les miroirs lui montraient 8 versions du même moment. 8 Mayas qui venaient de signer pour une année de leur vie à des gens qui utilisaient des mots comme marqués par le sang et loi de l'alliance et parlaient de vampires comme des gens normaux parlent de la météo. La porte en verre dépolie montrait du mouvement au-delà, des ombres qui se déplaçaient, attendant. Maya joignit ses mains sur ses genoux pour arrêter de trembler et fixa le contrat. Quel genre de dette avait-elle demandé à Victoria. Le genre que vous comprendrez quand elle sera réclamée, avait dit Victoria, déjà à la porte, déjà partie. La pièce était si froide que les dents de Maya claquaient. Le silence pressait contre ses tympans. Elle compta les battements de son cœur, essayant de les ralentir, essayant de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. Au bout de 60 secondes, la porte s'ouvrit et Victoria revint, ramassa le dossier sans regarder le choix de Maya et hocha la tête une fois. « Suivez-moi » dit-elle, et Maya se leva sur des jambes qui la portaient à peine et la suivit hors de l'antichambre, loin des 8 versions réfléchies d'elle-même, vers ce qui attendait au-delà du verre dépoli. Le couloir semblait plus long au retour, l'ascenseur plus lent, le hall incroyablement vaste. Victoria la mena dans une autre aile, à travers des portes qui nécessitaient des empreintes de main et des scanners rétiniens, dans des couloirs où le marbre laissait place à des boiseries sombres et où l'éclairage passait de clinique à chaleureux. Elles s'arrêtèrent devant une porte en chêne massif, sans inscription, et Victoria frappa 2 fois. Une voix de l'intérieur dit « Entrez », et Victoria ouvrit la porte et s'écarta. « Le roi des vampires va vous recevoir maintenant », dit-elle, et Maya entra dans une pièce qui sentait les vieux livres et quelque chose de légèrement cuivré, en présence de quelque chose d'ancien et de patient qui l'attendait depuis l'aube. 3 nuits dans la tour constante avaient appris à Maya que les vampires fonctionnaient avec un sens du temps différent, que ce qui lui semblait être une attente n'était pour eux qu'une respiration, et que lorsque Victoria apparaissait à sa porte avec une housse à vêtements et l'instruction d'être prête dans 1 heure, il n'y avait aucune négociation possible sur le délai ou les conditions. La robe était en soie vert profond qui glissait sur sa peau comme de l'eau, plus décolletée devant que tout ce qu'elle avait jamais porté, le dos ouvert jusqu'aux omoplates, les manches longues et ajustées à ses poignets. C'était trop élégant, trop cher, trop révélateur, et quand elle se regarda dans le miroir, elle vit quelqu'un qui jouait à se déguiser dans une vie qui ne lui appartenait pas.
Victoria l'avait coiffé, ses cheveux tirés en arrière dans un style à la fois classique et sévère, lui avaient appliqué du maquillage avec l'efficacité de quelqu'un qui avait habillé 1000 personnes pour 1000 événements et qui avait depuis longtemps cessé de se soucier de leur confort. Vous vous lèverez quand on vous présentera, dit Victoria, vérifiant sa tablette sans lever les yeux. Vous ne parlerez que si l'on s'adresse directement à vous. Vous resterez aux côtés du roi, à moins qu'il n'indique le contraire. Comprenez-vous? Maya comprenait qu'elle était un accessoire, un symbole, une chose à exposer, et cette compréhension lui pesait sur l'estomac comme du plomb. La grande salle se trouvait au 40e étage, accessible par un ascenseur privé qui s'ouvrait directement sur une antichambre où attendait Constantin. Il était vêtu de noir, un costume si parfaitement taillé qu'il semblait avoir été cultivé plutôt que cousu, ses cheveux sombres peignés en arrière, son expression illisible. Il la regarda une fois, son regard clinique, puis hocha la tête. « Vous avez l'air approprié, dit-il, ce qui était probablement le compliment le moins romantique qu'elle ait jamais reçu et, d'une certaine manière, exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'était pas là pour être belle, elle était là pour être une preuve. Les portes de la grande salle s'ouvrirent et un bruit s'en échappa, le faible murmure de 200 conversations simultanées, le tintement du cristal, le bruissement de tissus coûteux se déplaçant sur le marbre. Maya entra derrière Constantin et le murmure cessa instantanément, 200 vampires se tournant comme un seul homme pour regarder l'humaine qui avait osé entrer dans leur espace. La salle était d'une brutalité baroque, une pièce conçue pour intimider par la beauté, des sols en marbre noir poli jusqu'à un éclat de miroir, des murs s'élevant sur 10 mètres jusqu'à un plafond voûté orné de lustres qui réfractaient la lumière à travers des milliers de cristaux, la brisant en arc-en-ciel, qui se dispersait sur la foule comme de la glace brisée. Les vampires portaient des tenues de soirée allant des costumes modernes aux pièces d'époque qui semblaient sortis d'un musée, des soies, des velours et des brocarts dans des tons de pierres précieuses, et chacun d'entre eux regardait Maya comme si elle était soit fascinante, soit offensante, soit les deux. La main de Constantin se posa au creux de son dos, un contact si léger qu'elle le sentit à peine, mais il la guida en avant dans la foule qui s'écarta comme de l'eau. Ils traversèrent la salle pendant que Maya essayait de garder une respiration régulière, essayait de ne pas regarder les visages tournés vers elle, les expressions allant de la curiosité au mépris, en passant par quelque chose qui aurait pu être de la faim. Les lustres bourdonnaient à une fréquence juste en dessous de l'audible, un son qu'elle sentait dans ses dents. Constantine s'arrêta au centre de la pièce, sa main quittant son dos, et se tourna pour s'adresser à la cour assemblée. Sa voix porta sans qu'il l'élève, le genre de projection qui vient de siècles à commander l'attention. « Je vous présente Maya Reyes, dit-il, protégée dépendante sous la réciprocité de l'Alliance, liée à cette maison pour 1 an par une loi ancienne et un accord mutuel. Elle est sous ma protection directe. Toute action contre elle est une action contre moi et sera traitée comme telle. » Les murmures commencèrent immédiatement, un bruissement qui traversa la foule comme le vent dans les arbres. Maya saisit des bribes de phrases, entendit, protégée dépendante, répétée avec divers degrés d'incrédulité, entendit réciprocité de l'alliance, prononcée comme une malédiction. Elle garda le menton haut, les mains immobiles le long de son corps, même si chaque instant lui hurlait de s'entourer de ses bras, de se faire plus petite, de se cacher. Un vampire ancien s'avança de la foule, grand et aux cheveux d'argent, portant un costume qui semblait édouardien, son visage ridé d'une manière qui suggérait qu'il avait été transformé vieux ou avait simplement vécu si longtemps que l'âge était revenu s'infiltrer. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, froid comme un ciel d'hiver, et quand il sourit, cela ne dépassa pas sa bouche. « Lord Cassius, » dit Constantin, sa voix portant un avertissement. « Quelle amabilité de votre part d'être présent. » Cassius inclina la tête,
un geste qui réussit à être à la fois poli et moqueur. Je ne manquerai une telle occasion historique pour rien au monde, dit-il. Son accent britannique et ancien. Le genre qui parlait de domaines fonciers et de titres hérités. Une humaine dans la tour Constant, réclamée en vertu de la loi de l'Alliance, rien de moins. Cela fait quoi, 70 ans depuis le dernier lien de ce genre? Son regard se porta sur Maya, l'évaluant comme on évalue du bétail. Si elle est vraiment liée, les anciennes lois la reconnaîtront, dit-il. Sinon, eh bien, nous verrons ce que le vin révèle. Il sortit de quelque part dans sa veste un verre en cristal rempli d'un liquide rouge sombre, le leva pour que la lumière le traverse, le faisant briller comme un rubis. Ce n'est pas du sang, assura-t-il à la salle, bien que son sourire suggérât qu'il aurait aimé que ce le fût. C'est du vin, vieilli et rare, additionné de traces de venin de la lignée Constant. Inoffensif pour ceux qui sont véritablement protégés par la loi de l'Alliance, fatal pour les imposteurs. Il tendit le verre vers Maya. Un simple test, dit-il, pour prouver que le lien est authentique, pour satisfaire les préoccupations tout à fait raisonnables de la cour. Maya sentit Constantin se figer à côté d'elle, sentit la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. Elle sut sans regarder que sa mâchoire s'était crispée, qu'il calculait des réponses, que refuser impliquerait un doute sur sa propre revendication, mais qu'accepter la mettrait en danger de manière qu'elle ne comprenait pas entièrement. La foule regardait, prédatrice et précise, un seul organisme attendant de voir le sang. Maya s'avança avant que Constantine ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse réfléchir à toutes les façons dont cela pourrait mal tourner, et prit le verre de la main de Cassius. Ses doigts étaient froids là où ils frôlèrent les siens, son expression passant d'une préoccupation théâtrale à un intérêt sincère. Elle croisa ses yeux pâles et leva le verre dans un simulacre de toast. Aux vieilles lois et aux nouvelles erreurs, dit-elle, et but. Le vin était amer, métallique, étrange d'une manière qui n'avait rien à voir avec le goût, et tout à voir avec la sensation qu'il procurait en descendant, comme avaler un éclair, comme boire quelque chose qui n'était pas destiné aux gorges humaines. La vision de Maya se brouilla sur les bords, son cœur hoqueta, et pendant un instant, elle fut certaine d'avoir commis une erreur catastrophique, que le lien n'était pas réel ou pas assez fort, ou que Cassius avait menti et que c'était un véritable poison conçu pour la tuer devant 200 témoins. Le silence se fit dans la pièce. 10 secondes passèrent. 20. Maya resta debout. Sa vision s'éclaircit. Son cœur reprit son rythme. La brûlure dans sa gorge s'estompa pour devenir une chaleur sourde. Elle rendit le verre vide à Cassius et regarda son expression se décomposer, regarda la préoccupation théâtrale s'évaporer pour laisser place à quelque chose de plus dur et de plus froid. Satisfait, dit-elle, sa voix stable bien que ses jambes veuillent flancher. Cassius prit le verre sans un mot, son sourire disparut, ses yeux pâles plissés. La main de Constantine se posa sur son épaule, brève et subtile, à peine un contact, mais la salle le vit. La foule voyait tout. Le murmure qui s'éleva était différent maintenant. Spéculatif au lieu d'être dédaigneux, et Maya sentit le changement comme une variation de la pression atmosphérique. Cassius inclina la tête, un geste qui ne contenait cette fois aucune moquerie, seulement la reconnaissance d'un point concédé. « Bienvenue à la Tour Constant, mademoiselle Reyes, dit-il, et se fondit de nouveau dans la foule. La main de Constantin quitta son épaule et il la guida à travers la foule qui s'écartait vers une porte à l'extrémité de la salle, son pas contrôlé mais déterminé, et Maya le suivit parce que ses jambes tremblaient trop fort pour faire autre chose. Ils franchirent la porte pour se retrouver sur un balcon de verre en porte-à-faux, suspendu à 50 étages au-dessus de la ville sans support visible, juste une plateforme de verre renforcée et une balustrade en acier brossé.
Le vent la frappa immédiatement, froid et vif, traversant la fine soie de sa robe. En bas, la ville s'étalait comme des braises mourantes, les lampadaires et les lumières des bâtiments réduits à des points lumineux, toute la vaste étendue de l'humanité compressée en une grille scintillante. Constantin ferma la porte derrière eux et le son de la salle fut complètement coupé, ne laissant que le vent et le bruit lointain de la circulation bien en dessous. C'était imprudent, dit-il, sa voix basse et tendue d'une manière qu'elle ne lui avait jamais entendue. Maya s'appuya contre la balustrade, car se tenir debout sans soutien semblait impossible, ses mains agrippant l'acier froid pour arrêter de trembler. « Je sais, dit-elle, mais si je vous laisse mener toutes mes batailles, je ne suis qu'un accessoire. » Il vint se tenir à côté d'elle, les mains agrippées à la balustrade, les jointures blanches de tension. « Vous auriez pu mourir, dit-il. Ce vin, si le lien n'avait pas pris, si la concentration de venin était plus élevée qu'il ne le prétendait, si l'une des 12 variables avait changé. Maya rit, un son bref et amer. « Mais il a pris, dit-elle. Alors soit votre magie fonctionne, soit j'ai de la chance. Dans tous les cas, je suis toujours là. » Constantin se tourna pour la regarder, et quelque chose dans son expression avait changé. Le contrôle prudent s'était suffisamment fissuré pour qu'elle puisse voir de la frustration et quelque chose qui aurait pu être de la peur. « La chance finit par tourner, mademoiselle Reyes, » dit-il. Maya soutint son regard. « La patience aussi, dit-elle. Combien de temps ai-je » Il regarda de nouveau la ville, son profil se découpant sur les lumières en contrebas. « 2 semaines, dit-il. Peut-être moins. Les puristes se mobilisent déjà, convoquent des conseils d'urgence, arguant que votre présence ici prouve que je suis devenue faible et sentimentale. Les modernistes vous voient comme une munition, la preuve que l'alliance est dépassée et impossible à maintenir dans le monde moderne. Et la cour silencieuse, eh bien, ils acceptent des contrats de quiconque paye suffisamment, et nombreux sont ceux qui paieront grassement pour vous voir éliminé avant que vous ne deveniez un symbole trop établi. » Les mains de Maya cessèrent de trembler, remplacées par une clarté froide qui s'installa dans sa poitrine. « Pourquoi ne me renvoyez-vous pas simplement chez moi ?» dit-elle. « Remettez-moi dans mon appartement, donnez-moi l'argent, faites disparaître tout ça. » Constantin resta silencieux un long moment, fixant la ville comme s'il lisait l'avenir dans le motif des lumières. « Parce que j'ai donné ma parole, » dit-il finalement, « et parce que vous avez donné 20 $ à un étranger à l'aube, alors que vous aviez 21 raisons de ne pas le faire. Parce que chaque humain que j'ai testé, au cours de la dernière décennie, a échoué. Et vous non, et cela compte plus que la politique, la sécurité ou le bon sens. Parce que si je ne peux pas prouver que des humains comme vous existent encore, l'Alliance se dissoudra et tout ce qu'elle protège s'évaporera, et je ne suis pas prêt à voir cela se produire. » Il se tourna pour lui faire face complètement, ses yeux sombres captant la lumière. « Parce que vous avez bu du vin empoisonné pour éviter d'être mon accessoire, et que ce genre de défi imprudent est exactement la raison pour laquelle mon espèce a juré de protéger la vôtre en premier lieu. » Maya le regarda, cette chose ancienne, dans un costume sur mesure, qui avait testé 57 personnes, pour en trouver une qui croyait encore en la gentillesse sans public, et sentit quelque chose changer entre eux, une sorte de compréhension qui n'avait rien à voir avec des contrats, des dettes ou des liens magiques. Le vent transperça sa robe et elle frissonna, sa peau se couvrant de chair de poule. Constantin retira sa veste et la posa sur ses épaules sans demander, le tissu encore chaud de son corps, bien que sa peau fût fraîche. « 2 semaines, dit-elle. Qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines? » Il regarda de nouveau la ville. « Soit vous serez morte, soit vous aurez survécu assez longtemps pour que vous tuer devienne plus problématique que rentable, dit-il. Soit les factions passeront à l'action, soit elles accepteront que le lien est réel et que vous êtes là pour rester. Quoi qu'il en soit, les 2 prochaines semaines détermineront si l'Alliance survivra un autre siècle ou mourra avec vous. Pas de pression,
dit Maya, et la bouche de Constantin se courba en ce bref quasi-sourire qu'elle apprenait à reconnaître. Aucune pression, en effet, acquiesça-t-il, et ils restèrent ensemble sur le balcon de verre, tandis que le vent hurlait et que la ville scintillait en contrebas. Et quelque part dans la grande salle derrière eux, 200 vampires calculaient la meilleure façon de tuer une humaine qui avait bu du poison et survécu. Victoria avait escorté Maya du balcon jusqu'au 32e étage sans un mot, leurs pas résonnant dans des couloirs qui semblaient s'allonger après minuit, et lorsqu'elle ouvrit une porte marquée seulement d'un numéro 327, Maya entra dans une pièce qui ressemblait à une cellule déguisée en chambre. L'espace était petit, peut-être 4 mètres sur 5, les murs peints en blanc sans décoration, un lit poussé contre un mur avec des draps blancs si impeccables qu'ils semblaient n'avoir jamais servi. Une seule fenêtre ne montrait que le ciel, aucune vue sur la ville ou le sol, juste l'obscurité et le nuage occasionnel illuminé par en dessous, par la lueur ambiante de la ville. Une lampe à la lumière chaude était posée sur une petite table à côté du lit. Une porte à gauche menait à une salle de bain carrelée de carreaux de métro blanc. La porte par laquelle elle était entrée avait une serrure à l'intérieur, un lourd pêne dormant qui semblait neuf. « Ceci est à vous pour la durée de votre séjour », avait dit Victoria, posant une carte clé sur la table. La porte se verrouille uniquement de l'intérieur. Le roi voulait que vous vous sentiez en sécurité. Puis elle était partie, ses talons s'éloignant en claquant dans le couloir, et Maya était restée au centre de la pièce, écoutant le silence si complet qu'il ressemblait à une pression dans ses oreilles. Elle retira la robe verte avec des mains tremblantes, la laissa s'amonceler sur le sol comme de la peinture renversée, se déshabilla jusqu'à ses sous-vêtements, car la soie lui avait donné une sensation étrange sur la peau, comme si elle était enveloppée dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle trouva un t-shirt dans la petite commode, trop grand et doux, probablement laissé là par celui qui avait préparé la pièce, et l'enfila. Puis elle s'assit par terre car se tenir debout semblait impossible, le dos contre le cadre du lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, et se laissa enfin trembler. Les tremblements commencèrent dans ses mains et se propagèrent à ses épaules, tout son corps vibrant avec la décharge d'adrénaline qu'elle avait retenue depuis que Cassius lui avait tendu ce verre de vin. Elle avait bu du poison. Elle s'était tenue dans une pièce pleine de prédateurs et avait bu du véritable poison parce que refuser aurait fait d'elle un accessoire et accepter prouvait qu'elle était soit courageuse, soit stupide, soit les deux. Le vin l'avait brûlée en descendant, avait eu un goût étrange qu'elle ne pouvait articuler, comme avaler du verre brisé ou un éclair, et pendant ces 20 secondes où la pièce regardait et attendait, elle avait été certaine qu'elle était en train de mourir. Mais elle n'était pas morte. Le lien avait tenu. Quelle que soit la magie, la loi ou l'ancien contrat que Constantin avait invoqué lorsqu'elle avait signé ce papier, il avait été assez réel pour empêcher le venin de vampire d'arrêter son cœur. Maya rit, un son court et haletant qui résonna dans la pièce silencieuse, et pressa son front contre ses genoux. Elle pensa à l'arrêt de bus, au garçon au sac à dos déchiré et aux yeux trop sombres. Elle pensa au billet de 20 $ qu'elle avait pressé dans sa paume froide, au fait de s'être éloignée avant qu'il ne puisse la remercier, au choix qui avait semblé anodin à l'époque et qui s'était avéré être le choix qui avait redéfini toute sa vie. Elle se demanda si la gentillesse était toujours aussi chère, si chaque acte d'aide coûtait plus que ce que l'on pouvait se permettre de payer, si l'univers gardait des reçus et exigeait un paiement avec intérêt. Les tremblements ralentirent, puis s'arrêtèrent. La respiration de Maya se régularisa. Elle s'assit sur le sol de sa chambre blanche, écouta le silence et se sentit vidée, épuisée d'une manière qui allait plus loin que la fatigue physique, le genre d'épuisement qui vient d'une peur maintenue trop longtemps. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Elle se releva, chancela un instant, puis traversa la pièce et regarda par le Judas. Constantin se tenait dans le couloir, toujours dans son costume noir mais avec la cravate desserrée, le bouton supérieur de sa chemise défait, ayant l'air en quelque sorte moins formel et plus humain que dans la grande salle.
Il tenait un plateau. Maya déverrouilla le peigne et ouvrit la porte. Puis-je entrer, dit-il, sa voix basse. Elle s'écarta et il entra, posa le plateau sur la petite table à côté de la lampe. De la vapeur s'élevait d'une théière en céramique, ébréchée au bec mais propre. Une assiette contenait du pain tranché et un pot de miel en verre, du genre avec le rayon encore à l'intérieur. 2 tasses, toutes deux dépareillées, toutes deux semblant avoir été utilisées, aimées et réutilisées. Il ne s'assit pas, ne fit aucun geste pour rester, se contenta de poser le plateau et de reculer. Maya fixa la nourriture, sa simplicité. Le pain encore assez chaud pour qu'elle puisse sentir la levure, le miel doré à la lumière de la lampe. C'était la première chose que quelqu'un lui offrait dans la tour Constant qui ne venait pas avec des contrats, des conditions ou des tests. Le regrettez-vous, dit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les retenir. De m'avoir lié. Constantin se figea de cette manière qui lui était propre, cette absence totale de mouvement qui lui rappelait qu'il n'était pas humain, que respirer, s'agiter et tous les petits mouvements inconscients que les gens font étaient des choses qu'il avait apprises à imiter, mais dont il n'avait pas besoin. Il réfléchit à la question, ses yeux sombres sur les siens. « Je regrette que cela ait été nécessaire, » dit-il finalement. « Je ne regrette pas que ce fût vous. » Puis il partit, refermant doucement la porte derrière lui avec un clic léger, et Maya se retrouva seule à nouveau avec du thé, du pain et le fantôme de la gentillesse flottant dans l'air. Elle verrouilla le peigne, l'entendit se mettre en place avec un bruit sourd et solide, puis retourna à la table et versa du thé dans l'une des tasses dépareillées. C'était du thé noir, fort et simple, et quand elle le but, la chaleur se répandit dans sa poitrine et lui fit réaliser à quel point elle avait eu froid. Elle déchira un morceau de pain, le trempa dans le miel et le mangea. Cela avait le goût du premier vrai repas qu'elle avait eu depuis des jours, meilleur que tout ce qui venait du restaurant, meilleur que les barres protéinées dont elle s'était nourrie dans son appartement. Elle mangea 3 tranches, but 2 tasses de thé, et sentit son corps commencer à se souvenir qu'il avait besoin de carburant, que la survie exigeait plus que de simplement rester debout. La pièce était chaude, le lit avait l'air moelleux, et Maya pensa à dormir, à laisser l'épuisement l'emporter et à s'occuper de tout le reste demain. Elle posa la tasse vide et tendait la main vers la lampe quand son téléphone vibra. Le son était fort dans la pièce silencieuse, strident et intrusif, et Maya se figea. Son téléphone était sur la commode où elle l'avait laissé, l'écran s'allumant avec une notification. Elle avait supposé que la tour bloquerait les signaux, que le verre, l'acier et tout ce dont le bâtiment était fait la couperait du monde extérieur, mais apparemment non. Elle prit le téléphone, vit un texto d'un numéro inconnu, sans indicatif régional, juste une chaîne de chiffres qui ne suivait aucun modèle qu'elle reconnaissait. Le message était court. Vous êtes l'expérience. Il est la variable. Quand il brisera l'alliance pour vous sauver, ils auront la preuve dont ils ont besoin pour en finir avec lui. Dormez bien, petite étincelle. L'écran s'éteignit. Maya fixa le verre noir, son reflet faible à sa surface, son visage pâle et tiré. Elle relut le message, les mots se réarrangeant dans sa tête, formant des liens qu'elle ne voulait pas voir. Vous êtes l'expérience. Pas l'expérience de Constantin, pas sa preuve ou son symbole. Celle de quelqu'un d'autre. Elle était un appât. La prise de conscience la frappa comme de l'eau froide, vive et clarifiante. Elle n'était pas là pour prouver que l'alliance avait encore un sens. Elle était là pour prouver le contraire, pour forcer Constantin dans une position où il devrait choisir entre respecter la loi et la protéger, et quand il la choisirait, quand il briserait ses propres règles pour la garder en vie, cela donnerait à ses ennemis tout ce dont ils avaient besoin pour le détruire. Il est la variable. Il le testait, lui, pas elle. Maya s'assit sur le bord du lit, le téléphone serré dans sa main, et repensa aux 3 derniers jours.
Le garçon à l'arrêt de bus avait été le test de Constantin. Sa façon de trouver un humain qui agissait encore par gentillesse plutôt que par calcul. Mais si quelqu'un d'autre avait observé ce test, attendant de voir qui réussirait, attendant de voir qui Constantin choisirait de lier, et si toute la mise en scène, la réciprocité de l'alliance, la présentation formelle, le vin empoisonné, si tout cela était conçu pour créer une situation où l'attachement de Constantin pour elle deviendrait assez fort pour qu'il sacrifie tout pour la protéger, quand il brisera l'alliance pour vous sauver. Pas si. Quand? Il contint dessus. Maya se leva, arpenta la pièce, son esprit tournant à toute vitesse. Les puristes voulaient de la preuve qu'il était devenu faible. Les modernistes voulaient de la preuve que l'alliance était impossible à maintenir. La cour silencieuse acceptait des contrats de quiconque payait. Les trois factions profiteraient si Constantin violait la loi même qu'il essayait de défendre, si sa protection envers elle devenait la chose qui prouvait que l'alliance était morte. Dormez bien, petite étincelle. La phrase sonnait comme une moquerie, comme si l'expéditeur du message savait exactement ce qu'il avait mis en branle et trouvait cela amusant. Maya regarda la porte par laquelle Constantin venait de sortir, pensa à lui apportant du thé et du pain sans cérémonie ni attente, pensa à la façon dont il avait dit « Je ne regrette pas que ce fût vous ». Il ne savait pas. Ou s'il savait qu'un jeu plus vaste se jouait, il ne savait pas quelle en était la pièce maîtresse, le pistolet chargé pointé sur sa tête. Elle devrait le lui dire. L'avertir que la protéger était exactement ce que voulaient ses ennemis, que chaque fois qu'il s'interposait entre elle et le danger, il leur donnait des munitions. Mais si elle le lui disait, que ferait-il? La renvoyer, briser le lien, prouver qu'il accordait plus de valeur à la survie qu'au principe? Cela aussi détruirait l'alliance, prouverait que ce n'étaient que des mots sur du vieux papier sans réel pouvoir. Elle était piégée. Ils étaient tous les deux piégés. Le message l'avait clairement indiqué. Il n'y avait pas de coup gagnant, pas de solution astucieuse qui la garderait en vie, la réputation de Constantin intacte et l'alliance valide. Quelqu'un avait conçu une situation où chaque choix menait à la même fin. Maya s'assit de nouveau par terre, le dos contre le lit, le téléphone sur ses genoux. Les murs blancs de la pièce semblaient se refermer sur elle. La fenêtre ne montrait que l'obscurité. Le silence après le départ de Constantin avait été total, paisible, mais l'arrivée du texto l'avait brisé comme du verre, fracassant le bref moment de sécurité en morceaux tranchants. Dehors, la ville scintillait. Quelque part, des gens dormaient dans leurs lits, s'inquiétant du loyer, des relations et du travail, des problèmes humains normaux qui n'impliquaient pas de lois anciennes, de politique vampirique et le fait d'être utilisé comme appât dans un piège auquel on ne peut échapper. Maya les enviait avec une intensité qui lui serrait la poitrine. Elle regarda le plateau de thé, la théière ébréchée, le pot de miel et la preuve de la petite gentillesse de Constantin. Elle pensa aux 20 $, au fait de les avoir donnés parce que c'était la bonne chose à faire, même quand elle ne pouvait pas se le permettre. Elle pensa avoir bu le vin empoisonné parce qu'être un accessoire était pire que d'être morte. Elle pensa au schéma de ses choix, à la façon dont elle continuait de choisir le principe plutôt que la survie, et se demanda si c'était exactement ce sur quoi comptait l'expéditeur du message. Petite étincelle. Le surnom semblait délibéré, conçu pour la faire se sentir petite et impuissante, une minuscule flamme qui allumerait quelque chose de beaucoup plus grand et se consumerait dans le processus. Maya posa son téléphone sur la table, face cachée pour ne pas avoir à voir l'écran. Elle prit d'une couverture du lit et s'enveloppa les épaules. Elle n'éteignit pas la lampe. Elle s'assit sur le sol de sa chambre blanche dans la tour Constant, regarda la porte et attendit une aube qui ne viendrait pas avant des heures, son esprit tournant et retournant des questions qui n'avaient pas de bonnes réponses. Qui avait envoyé le message? Comment avait-il obtenu son numéro? Depuis combien de temps planifiait-il cela? Et la plus grande question, celle qui lui retournait l'estomac,
Comment avertir Constantin que la sauver le détruirait sans prouver à tous ceux qui regardaient quelle était exactement la faiblesse qu'il la croyait être? L'horloge de son téléphone passa à 2 heures du matin. Maya ne dormit pas. Elle resta assise, réfléchit, planifia et essaya de trouver l'angle, l'issue, le coup qui briserait le piège au lieu de le déclencher. Dehors, la ville scintillait comme un circuit imprimé, lumière, vie et possibilité. À l'intérieur de la tour, Maya sentit les murs se refermer et comprit avec une clarté glaciale qu'elle était entrée dans une guerre qui attendait quelqu'un exactement comme elle, quelqu'un qui donnerait 20 $ à un étranger et boirait du poison pour prouver quelque chose, quelqu'un d'assez imprudent et d'assez intègre pour être l'étincelle qui réduirait en cendres tout ce que Constantin avait passé 300 ans à construire. Le téléphone resta sombre sur la table. Le message resta non supprimé dans sa boîte de réception. Et quelque part dans la tour ou la ville au-delà, quelqu'un attendait de voir ce qu'elle ferait ensuite, attendait de voir si l'expérience donnerait les résultats escomptés, attendait que la variable cède, que la preuve émerge et que l'alliance tombe. Maya resserra la couverture et regarda la porte, et ne dormit pas, car dormir signifiait rêver, et rêver signifiait digérer, et digérer signifiait accepter qu'elle était devenue une arme pointée sur la seule personne qui avait essayé de la protéger, et elle n'était pas encore prête à accepter cela. Pas encore. Pas tant qu'il restait du temps pour trouver un autre moyen. La lampe brûlait, la ville scintillait, l'horloge tournait vers l'aube, et Maya était assise dans sa chambre blanche, tenant des questions auxquelles elle ne pouvait répondre et sentant le poids de chaque choix qu'elle avait fait depuis qu'elle avait donné 20 $ à un enfant en pleurs, sentant la forme du piège se refermer sur eux deux et se demandant si la gentillesse était toujours aussi chère ou si elle avait juste eu la malchance d'être gentille avec la bonne personne au mauvais moment.